Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à la fin d'octobre 1980 dans le quartier des Champs-Élysées à Paris, dans l'appartement d'une fidèle de François Mitterrand, puisqu'il s'agit d'Édith Cresson. Il est 20h, elle attend ses invités. Le premier qui sonne, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, à l'époque, a 48 ans. Il a été Premier ministre, bien entendu, vous savez. Il dirige le RPR, il est le maire de Paris. Il est un petit peu nerveux, même s'il est toujours aimable. Jacques Chirac, il accepte un porto, une cigarette, et voilà que la sonnette retentit de nouveau, et cette fois, c'est François Mitterrand qui entre. Il est le premier secrétaire du Parti socialiste, et tout le monde sait bien qu'il va être celui qui va affronter le président sortant, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing. Il y a aussi dans l'appartement le gaulliste Jean de Lipkowski, qui a été très proche d'Édith Cresson. C'est lui qui a servi d'intermédiaire entre les deux hommes, parce que cette rencontre, évidemment, doit rester extrêmement secrète. Jean de Lipkowski, d'ailleurs, ce serait intéressant d'y revenir dans une autre émission, a mené un grand nombre de missions très discrètes, pour ne pas dire secrètes, dans sa vie. Le dîner n'est pas le dîner le plus agréable qui soit, mais quand on parle de la Chine, Jacques Chirac s'anime, il est passionné par toutes les questions de l'Extrême-Orient, et Mitterrand est assez admiratif de la culture de Jacques Chirac sur ces questions. La tarte aux pommes arrive et enfin on en revient à ce qui intéressait les deux protagonistes. Bien entendu, on parle de l'élection présidentielle qui est en train de se préparer. C'est pour dans 6 mois, c'est pour avril 1981. Le président sortant, évidemment, est candidat à sa propre succession. Quant à François Mitterrand, eh bien, il va tenter sa chance. Ça n'est pas la première fois, puisque il a déjà eu l'occasion de se présenter 4 fois. Ce sera la 4e en l'occurrence. Jacques Chirac se prépare discrètement. Les autres laissent les deux invités en tête-à-tête. Et Chirac, à ce moment-là, aurait dit à Mitterrand, je dis bien aurait dit, parce que ça c'est la version de François Mitterrand qui, juste avant de mourir, a raconté l'entrevue à Valéry Giscard d'Estaing. Il lui aurait dit « Il faut nous débarrasser de Giscard, je suis convaincu qu'il est un danger pour la France ». Le dîner au sommet et dans l'ombre, si je puis dire, s'achève à 1h30 du matin. Mitterrand est ravi parce qu'il a appris exactement ce qu'il voulait savoir. Il va pouvoir compter sur l'hostilité de Jacques Chirac envers Valéry Giscard d'Estaing. Il va pouvoir compter sur l'éternelle guerre entre la droite gaulliste, à l'époque Jacques Chirac est gaulliste, et la droite non gaulliste du président sortant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans les semaines qui suivent, Chirac va multiplier les attaques voilées contre le président en place. Il faut du changement. Il répète ça partout, au point que le président finit par s'impatienter. Et il invite Jacques Chirac, il invite le maire de Paris à l'Élysée. On est là en janvier 1981. Donc vous voyez que quelques semaines ont passé quand même depuis le dîner secret avec François Mitterrand. Alors, il paraît que vous vous présentez... « Oh, moi non, je n'ai pas encore pris ma décision, dit Jacques Chirac. »« Oh, ne me racontez pas d'histoire, dit le président. Vous avez déjà commandé vos affiches et réservé vos espaces. Oui, pour le cas où. Cela dit, je suis sûr que vous serez battu, dit Chirac après un silence. « Ah, si vous vous présentez, je le serai certainement, répond Giscard d'Estaing, qui demande « On m'a parlé d'un dîner entre vous et Mitterrand. »« Enfin, vous n'êtes pas sérieux, répond Jacques Chirac. Enfin, pure invention, ils en restent là. Cette conversation me laisse une impression pénible, écrira Valéry Giscard d'Estaing, et pour cause. Le 3 février 81, Jacques Chirac publie un communiqué. « La France s'affaiblit, son économie vacille. Seul lui manquent aujourd'hui l'ambition du rang et la volonté de l'effort. C'est pour engager la nation sur ce chemin que j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. » Et les affiches vont fleurir. Et c'est pas des petites affiches, c'est du 4x3 un peu partout. Ça s'appelle, la signature, c'est Chirac maintenant. C'est directement inspiré de la campagne américaine de 1980 où on voyait partout aux États-Unis Reagan now, Reagan maintenant. Ben là, c'est Chirac maintenant.
Chirac, qui n'est pas le premier à s'être déclaré. Le premier, c'était le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, 60 ans, Georges Marchais, désigné candidat à l'unanimité comme ça se faisait beaucoup à l'époque. 1200 délégués l'ont littéralement porté sur le bouclier. C'est un ancien ouvrier métallo, vous savez, syndicaliste, qui a gravi les échelons au sein du parti. Voilà le portrait que brosse Gérard Courtois dans la saga des élections présidentielles de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Ça vient de paraître chez Perrin. Et évidemment, Pierre Anquetin, qui a préparé cette émission, s'est beaucoup inspiré de cette saga des élections présidentielles. Je cite donc Gérard Courtois. Marchais et tonitruant, visage martelé, œil inquisiteur, sourcils froncés ou sourire canaille, battleur et boxeur, pourfendant le bourgeois, secouant les ministres, bousculant les journalistes, grande gueule à l'accent prolétaire si particulier, il est devenu une incontestable vedette du petit écran. Et c'est vrai que sans la présence de Georges Marchais dans la plupart des soirées politiques, les audiences télé seraient sans doute moins bonnes. Ça ne l'empêche pas, Georges Marchais, de soutenir l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. L'invasion a eu lieu quelques mois plus tôt, vous savez, c'est la grande affaire de fin 79. Il s'affiche comme seul candidat anti-Giscard, dit-il. Vous avez bien compris que sa cible, c'est François Mitterrand. Mitterrand, dit Marchais, il dit pas Mitterrand, lui, il dit Mitterrand. On pense souvent que socialistes et communistes à l'époque sont alliés dans un programme commun, mais pas du tout. Le programme commun, il avait existé quelques années plus tôt, mais les communistes ont constaté qu'ils perdaient du terrain. Il y a eu les élections législatives de 78, en l'occurrence, puis avant il y avait eu les municipales, bref. Tout le staff communiste a bien vu que c'était les socialistes qui profitaient de cette alliance qui donc a été rompue. Et maintenant, les communistes promettent de limiter les hauts salaires à 4 fois le SMIC. Au-dessus, je prends tout, disait Marchais. Au moins, la formule était facile à retenir. Ils proposaient de renvoyer les immigrés dans leur pays pour faire baisser le chômage. On a oublié ça, qu'à l'époque, le Parti communiste était très opposé à l'immigration. Et Mitterrand va entrer en piste, j'allais dire, plus tranquillement, lui. Le 24 janvier, on est à Créteil. Il faut vous dire que grâce à un grand congrès, il a réussi à écarter Michel Rocard, ça c'était quelques mois plus tôt. Il a essayé de rassurer l'opinion, de rajeunir son image. Ça fait plus de 3 décennies, ça va même faire 4 décennies qu'il est complètement dans la politique, François Mitterrand. Séguéla a imaginé un slogan, la force tranquille, et puis il y a eu toutes ces réunions organisées par Jack Lang, par Jacques Attali, avec un certain nombre de membres de l'intelligentsia française. Bref, il y a eu un très gros travail qui a été fait. Et puis Mitterrand va proposer ces fameuses 110 propositions. La retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la hausse du SMIC, 210 000 emplois créés dans la fonction publique, l'impôt sur les grandes fortunes, les nationalisations des grands groupes, c'est-à-dire Thomson, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, etc., mais aussi nationalisation de 39 banques, dont la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais. Ça paraît inouï aujourd'hui, mais c'était le programme de François Mitterrand en 81. Et puis, n'oublions pas aussi une dimension sociétale, si je puis dire, chez François Mitterrand. Vous voyez, d'un côté, on va dire presque la moitié de la France qui voyait dans François Mitterrand l'homme des grandes réformes de société, et l'autre moitié qui voyait dans Valéry Giscard d'Estaing l'homme de la stabilité des comptes publics. Les uns et les autres avaient peut-être raison, d'ailleurs. Bref, en février 81, c'est le président sortant qui est très en avance dans les sondages. Il est à plus de 53%. Mitterrand est à la peine à 47% lorsqu'on imagine leur affrontement au second tour. C'est pour Giscard relativement confortable, même si un certain nombre d'éléments, et notamment cette affaire que va sortir et entretenir le Canard enchaîné, cette affaire des diamants, joue un rôle considérable. C'est-à-dire que là encore, je me rappelle très bien d'avoir vu le président Giscard d'Estaing, l'ancien président, arriver dans mon bureau à Europe 1 avec toute une liasse énorme de documents. Il me dit, voilà, ça, c'est tout ce que j'ai réuni sur la conjuration qui a été montée contre moi. Et il parlait de cette affaire des diamants qui l'avait vraiment beaucoup marqué et dont il était convaincu qu'elle n'était pas du tout le fruit d'un hasard journalistique, mais bien d'une conspiration politique.
Je n'avais à l'époque ni le temps ni les moyens d'investigation de continuer cette affaire, mais je vous avoue qu'il avait l'air très désireux qu'on mène l'enquête et finalement, l'enquête en question, elle n'a jamais été menée à fond. Toujours est-il que le climat est en train de se dégrader au début de cette année 81 pour le président sortant et qu'en revanche, le climat semble de plus en plus favorable aux candidats socialistes. Vous écoutez Radio Classique. Et donc on voit se renier cette avance, progressivement cette avance du président sortant. Il essaie de rendre les coups, Giscard d'Estaing. Il a bien l'intention de rester dans son rôle de président. Néanmoins, je ne ressentais pas la nécessité de faire campagne, dit-il. J'étais président de la République et j'étais suffisamment connu en bien ou en mal. Il écrira dans un ouvrage en 2 tomes qui s'appelle « Le pouvoir et la vie », comment il lui-même a ressenti tout ça, bien sûr. Ça n'empêche pas d'être très médiatique, le président qui enchaîne les inaugurations, les discours, les conférences de presse géopolitique, qui fait des véritables cours de géopolitique à la télévision. Il organise 2 conseils des ministres extraordinaires à Rambouillet. Les vacances de février arrivent et à ce moment-là, Valéry Giscard d'Estaing part avec son épouse Anémone et avec leurs enfants au ski à Courchevel. C'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et au retour, le 2 mars, il prononce une allocution télévisée depuis le jardin d'hiver de l'Élysée. « J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau », dit-il. Il entre donc très tard en lice. Et il met en garde contre l'opposition conduite soit à gouverner avec les communistes, soit à trahir leurs électeurs après avoir bénéficié de leur voix, ce qui n'irait pas sans secousse grave. Et il voit juste de ce point de vue-là. Il critique des formules étatiques et bureaucratiques qui ont échoué partout. Et il fait de l'emploi des jeunes le principal engagement de sa campagne. Ça va être l'axe de la campagne giscardienne qui, par ailleurs, n'annonce aucun programme. Rien à voir avec les 110 propositions de Mitterrand qui donnaient le sentiment de quelque chose de neuf, de nouveau. Et les affiches se mettent à apparaître partout. Il faut un président pour la France. Mais c'est un peu bizarre pour un président sortant comme slogan. Il faut un président pour la France. Oui, le président, j'allais dire, on l'a déjà. Et des militants mal intentionnés vont se mettre à détourner les affiches en collant des diamants sur les yeux du président. Ce sont les fameux diamants donc, dont le Canard enchaîné a fait le cœur presque du débat politique depuis 1 an déjà. Le Canard a révélé que le président de Centrafrique, donc Jean Bedel Bokassa, qui a été couronné empereur, enfin qui c'est lui-même couronné empereur de Centrafrique, a offert à Giscard des diamants pour au moins 1 million de francs, etc. Là encore, on ne va pas entrer dans cette affaire, mais c'est le cœur même de la campagne de dénigrement. Et on ne sait pas qui colle les diamants sur les affiches de Giscard, mais certains disent que ce sont les membres du SAC. Le SAC, c'est le service d'action civique, c'est autrement dit les gros bras du RPR, dont le chef est bien sûr Charles Pasqua, vous savez. Gardez-moi de mes ennemis, je m'en charge. Le combat du premier tour est avant tout un combat droite contre droite et gauche. Droite contre droite et gauche contre gauche, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à clarifier dans les 2 camps, bien sûr. C'est ce que celui qui a été mon professeur à Sciences Po, qui s'appelait Maurice Duverger, appelait le quadrille bipolaire, qui est appelé à se disloquer précisément après ces élections de 81. Chirac attaque le premier, il parle de la hausse du chômage qui était incontestable et de l'inflation et d'une faillite, dit-il. Il faut, entre parenthèses, quand on voit l'état de la France en 81 et qu'on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est inouï de voir que déjà on parlait de faillite, on en était pourtant très loin à l'époque. Il faut rendre à ce pays la confiance et l'espoir, dit Jacques Chirac, fût-ce au prix de la défaite du président de la République. Et Giscard se défend sur TF1. Le niveau de vie, dit-il, a progressé de 22%, la production presque de 22% aussi. Le minimum vieillesse a grimpé de 28%. Pour faire baisser le chômage, il promet d'inciter plusieurs centaines de milliers de travailleurs immigrés à rentrer dans leur pays grâce à une prime au retour. Autre remède contre le chômage, pousser les gens à partir à la retraite plus tôt. Et contre la gauche, il agite un véritable chiffon rouge. Il dit que si jamais la gauche passait, alors là on imagine, c'est quasiment c'est la menace collectiviste. Et d'ailleurs, le prince Michel Poniatowski, qui a été ministre de l'Intérieur du président Giscard d'Estaing, fait partout courir le bruit que si Mitterrand est élu, les chars russes redescendront les Champs-Élysées, dit-il. Le 24 avril 1981, c'est donc le premier tour avec une forte participation.
Le président sortant est à 28,3, ce qui veut dire qu'il n'atteint pas les 30% qui lui garantissaient plus ou moins la victoire. Et Mitterrand fait un bon score, juste derrière, à 25,8. Il peut maintenant espérer l'emporter au second tour. Quant à Chirac, et ça c'est la grande surprise de ce scrutin, il atteint les 18%, ce qui veut dire que cette force non giscardienne de la droite française compte maintenant beaucoup. Deuxième surprise, Marchais est à 15,3, c'est-à-dire 6 points de moins que ce qu'avait fait son parti aux législatives. Ça, c'est un gros recul, lié justement sans doute à la campagne de François Mitterrand, notamment sur un plan sociétal. Brice Lalonde pour les écologistes fait 4%, Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière 2,3%. Ça fait des réserves de voix pour Mitterrand, a priori, ça. Et puis, si l'on fait le total des voix de gauche, ça reste à 1 à 2 points en dessous du total des voix de droite. Ça va beaucoup dépendre des reports, tout ça. Il va falloir se battre et Giscard appelle au rassemblement. Chirac lui répond, mais il a pris le temps pour lui répondre. 3 jours, il appelle chacun à voter selon sa conscience. Vous vous rappelez cette formule incroyable? Et un peu à regret, il dit « Pour ma part, je ne puis que voter pour Monsieur Giscard d'Estaing. » Cachez votre enthousiasme, Monsieur le maire de Paris. Il refuse d'ailleurs l'invitation de Giscard à un de ses meetings et l'organe central du parti, du RPR, ne donne pas de consigne de vote. Le gaulliste Philippe Deschâtres écrit dans un tract « Il faut voter sans hésitation François Mitterrand, d'autant plus que le danger communiste est pour longtemps écarté. » Pasqua va proposer au socialiste Pierre Jox d'expédier le tract en question à tous les adhérents du RPR si jamais le PS accepte de payer les envois. Et c'est le beau-frère de François Mitterrand, Roger Hanin, qui au petit matin va superviser le fameux routage aux adhérents du RPR. Roger Hanin adorait raconter cette histoire. Bref, quand Giscard apprend ça, vous imaginez, il prend son téléphone, il maquille sa voix avec un mouchoir, il appelle une permanence du RPR en se faisant passer pour un militant. Il dit « J'ai reçu ce tract, quelle est la consigne, Giscard ou Mitterrand ?» Et au bout du fil, la jeune femme qui est là au bout du fil lui répond « Mitterrand ». Alors, est-ce qu'on peut parler d'une trahison de Jacques Chirac ? En tout cas, il s'agissait de créer une première alternance pour en attendre une deuxième. C'était ça que voulait Jacques Chirac, qui, je me permets de vous le rappeler, deviendra Premier ministre à la faveur des élections de mars 1986. Donc, Chirac savait que l'élection de Mitterrand était peut-être sa meilleure chance. À gauche, Marchais a à peu près le même genre d'attitude envers Mitterrand. Il a très mal vécu les résultats du premier tour et devant les journalistes, avec ce ton mauvais qu'il pouvait parfois adopter, il refuse de donner une consigne de vote. Il attend la réunion du comité central qui finira par appeler Mitterrand, mais là encore comme à regret. Dans l'isoloir, chacun fait ce qu'il veut, dit Marchais. Giscard et Mitterrand ont des alliés dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas une grande chance pour eux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne vais pas vous faire le coup du débat d'entre-deux tours. Vous vous rappelez, on a beaucoup raconté ce débat du 5 mai 1981 dans le studio 101 de la maison de la radio, arbitré ce débat par Jean Boissonnat et Michel Cotta. On se rappelle notamment l'échange un peu dur entre Giscard qui essaie de piéger Mitterrand sur l'économie en lui demandant le taux de conversion du franc par rapport au Deutschmark. Et Mitterrand lui dit « Je n'aime pas beaucoup de cette méthode, je ne suis pas votre élève ». Et Giscard insiste, je vous ai posé une question, ce qui montre que Giscard maîtrise mieux les dossiers, mais Mitterrand, le lendemain, dans un grand meeting, dira « J'aurais dû lui demander s'il connaissait le cours du diamant ». Et je me rappelle, moi, parce que j'étais tout jeune, mais je suivais ça avec passion, je me rappelle l'incroyable, les hurrahs de la foule quand Mitterrand avait fait cette sortie. Du côté de Giscard, on essaie de rappeler que Mitterrand a travaillé pour Vichy, qu'il a eu la Francisque. Vous voyez qu'on en parle déjà avant l'élection de François Mitterrand à la présidence. Et Mitterrand répond, oui, tirer dans le dos, c'est sa spécialité. C'est vrai qu'il y a aussi des anciens résistants à l'époque, nombreux, qui se rappellent que si François Mitterrand a été à Vichy, il a aussi été incontestablement un résistant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à 16h, donc, on commence le dimanche 10 mai 1981
à voir cette rumeur qui se répand partout. Mitterrand serait en tête. Et à 18h, c'est Jérôme Jaffray de la Sofresse qui appelle le siège du Parti Socialiste, donc rue de Solferino, pour dire Mitterrand va gagner, c'est certain. On appelle donc le candidat socialiste dans son fief de Château-Chinon, dans le Morvan, pour lui annoncer le résultat. Quelle histoire, hein. Quelle histoire, dit Mitterrand devant ses proches. Il a enfin, après toutes ces années de tentatives diverses et variées, il a enfin atteint cet Élysée qu'il visait depuis toujours. Et ça va être une soirée absolument extraordinaire dont beaucoup d'entre vous, tous ceux qui, en tout cas, étaient en âge de s'en souvenir, évidemment, ont beaucoup de souvenirs, puisque il y a eu, on peut dire, là, vraiment la France coupée en deux. Vous en aviez la moitié qui faisait la fête, qui hurlait de joie, qui festoyait partout, et l'autre moitié qui se demandait ce qui allait. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette belle histoire commence par une annonce inouïe, une annonce explosive faite à des étudiants en médecine de l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Nous sommes là à la fin de 1965. Un jeune chirurgien, il a 43 ans, il s'appelle Christian Barnard, on l'appellera Christian Barnard si vous le voulez bien, fait cette annonce, il révèle à ses élèves, les élèves sont sidérés, ils n'en croient pas leurs oreilles, il dit qu'il vient de réussir sur des chiens, je précise bien, sur des chiens, la transplantation d'un cœur. Oui, il a pris le cœur du premier chien et il l'a implanté dans le thorax du second. Évidemment, on avait enlevé le cœur du second chien avant ça. Et surprise, à peine l'aorte libérée, le cœur greffé s'est mis à battre. Vous imaginez la sidération dans les travées de cet amphithéâtre. Pendant l'hiver 65-66, ce sont ainsi 48 greffes cardiaques qui vont être pratiquées sur des chiens à l'hôpital de Groote-Schuur. On n'est pas loin du Cap, en Afrique du Sud, et dans 90% des cas, ça fonctionne. Pourquoi, se demande Barnard, pourquoi ce qui fonctionne avec les chiens ne fonctionnerait-il pas avec des humains ? Alors, quand même, il faut que vous ayez conscience du caractère très audacieux d'une telle question lorsqu'on la pose au milieu des années 1960. À l'époque, on pratique déjà toutes sortes de greffes, notamment des greffes du rein, des poumons, mais le cœur, c'est le grand tabou des chirurgiens, c'est l'organe maître, c'est l'organe majeur qu'on ose envisager de pouvoir transplanter un jour. D'ailleurs, si on imaginait parmi les sommités mondiales, personne ne voudrait se jeter à l'eau. Ce serait trop dangereux, ce serait vraiment prendre des risques trop extraordinaires. Parce que le problème dans la greffe du cœur, c'est moins de placer un cœur chez un être humain que de parvenir à ce qu'il y reste. Et oui, il y a ce processus de rejet, le rejet par le receveur de tout corps étranger qui fait qu'on se doute bien que le cœur ne va pas rester, ne sera pas accepté par l'organisme. Or, début 1966, justement, un certain nombre de chirurgiens ont trouvé un moyen d'empêcher ou en tout cas de retarder les rejets dans le cas d'une greffe du rein. C'est un traitement anti-rejet qui est à base de cobalt, entre parenthèses un traitement extrêmement lourd et même assez dévastateur, mais qui a des résultats incontestables. Et le pionnier dans ce domaine, c'est le docteur David Hume de Harvard, qui exerce à l'époque en Virginie, et le professeur Barnard se dit qu'il va aller faire un stage de 3 mois sur place. Et effectivement, entre le mois d'août et le mois d'octobre 1967, on voit Barnard qui assiste à un certain nombre d'opérations menées par le docteur David Hume. Et de retour, il est bien décidé à tenter l'expérience d'une greffe du cœur sur l'être humain. Chris Barnard, je l'appelle Chris parce que c'est comme ça que tous ses collègues l'appellent, il s'adresse au professeur Val Schrier, qui est chef de clinique en cardiologie à cet hôpital de Groote-Schuur, donc ça veut dire la vaste grange, la grande grange en afrikaans. C'est la langue des afrikaners, vous savez.
Il demande donc au chef de service s'il n'aurait pas un cas désespéré qui permettrait de mener cette opération. Chris Barnard lui demande un patient jeune et solide qui souffrirait de cardiomyopathie. Or, cette cardiomyopathie, elle est très répandue justement chez les patients noirs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un jeune noir robuste qui serait atteint de cette maladie sans espoir et sur lequel on tenterait une première greffe? Et là, le professeur Schrier lui dit non, il n'en est même pas question, pour des considérations politiques liées à l'apartheid, bien entendu. Si nous tentons la première greffe sur une personne de couleur, le monde entier dira que nous nous servons des Noirs comme cobayes, lui dit le chef de clinique, évidemment. Bon, alors d'accord, mais qui? Je vais y songer, dit le professeur Schrier. Et vous pouvez faire confiance à Christian Barnard pour le harceler, pour lui reposer la même question tous les jours. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voyez à peu près qui était le professeur Christian Barnard. Ça dépend de votre âge, évidemment. Si vous êtes comme moi, vous voyez exactement de qui on parle. Les plus jeunes auront un peu de mal à se faire une idée de ce grand bonhomme qui a un physique de jeune premier, très brun, avec un très grand sourire, plein de dents blanches. Chirurgien dans la force de l'âge, qui toujours a été porté par une ambition hors du commun. La devise de sa mère, c'était « Chez les Barnard, on est le meilleur ou on est carrément mauvais ». Voilà. Ça laissait pas beaucoup de choix. Il s'agissait toujours chez eux de grimper, de monter, d'arriver le premier au sommet avec une hargne extraordinaire et cette rage de réussir qui souvent fait la différence. Il y a sans doute un complexe social chez Christian Barnard puisque son père était un pasteur missionnaire qui avait été détaché auprès des métis et des noirs dans cette société de l'apartheid de l'époque. Ça l'avait fait mal voir, si vous voulez. À Beaufort-Ouest, le village près du Cap où vivaient les Barnard, un avocat devait avouer un jour à Chris « J'ai honte de vous le dire, mais j'évitais le plus souvent de serrer la main de votre père. Je savais qu'il serrait chaque jour la main de 30 nègres et plus, et je ne voulais pas me salir. » Voyez un peu où on en était. Oui, on revient là de très très loin, bien sûr. Ce père a joué un grand rôle dans le climat de relative pauvreté où vivait la famille. Cet homme austère a su poser des jalons et il a su faire de ses enfants des gens extraordinaires. C'était un père très bon, attentionné, présent, qui aurait été d'ailleurs le grand confident de son fils Chris. Un jour, il est sur une petite colline. Chris va partir faire ses études et son père lui confie tous les espoirs qu'il a pour lui. Et le jour où on remet à son fils son diplôme de docteur en médecine, eh bien, il y a aux yeux du père quelques larmes. Chris le voit qui se mordit la moustache. Il a fait honneur à son père et il en est très content. Et c'est ce père assez exceptionnel qui avait décidé de sa vocation de chirurgien. Il lui avait montré un morceau de gâteau qui portait les traces de 2 petites dents. C'était le dernier gâteau auquel avait touché le frère aîné de Chris qui était mort quelques années plus tôt d'une malformation cardiaque. Et ce jour-là, son père lui avait dit, tu vois, voilà, il faut arriver à faire en sorte que ça n'arrive plus, que des petits-enfants ne meurent plus du fait de l'incompétence des médecins et des chirurgiens. Et c'est ce jour-là que le petit Chris s'était juré de faire quelque chose un jour pour éviter ce genre de tragédie. Vous écoutez Radio Classique. Alors revenons à cet hôpital de Gros-de-Chour en ce mois d'octobre 1967. Les semaines passent et Chris Barnard ronge son frein, ce qui d'ailleurs va avoir pour effet de provoquer chez lui une crise d'arthrite. Vous imaginez bien que quand on est chirurgien, c'est assez terrible. Ça, c'est le point faible de Chris. Quand le stress est trop fort, ses pieds, ses mains se mettent à enfler avec des douleurs terribles, surtout quand il faut enfiler les gants chirurgicaux. Ça tombe mal parce que dans la première semaine de novembre, le professeur Schrier convoque son collègue et lui dit « Écoutez Chris, bon, j'ai réfléchi à votre affaire là et je crois que j'ai un malade. » Et le malade en question s'appelle Louis Waszkanski. Il est dans un état effrayant, faut bien le dire, plus rien n'est tentable sur lui, sinon lui installer un nouveau cœur. Mais personne n'a jamais fait ça, bien sûr. Évidemment... En l'état où il est, il n'a plus grand-chose à espérer. Il a peut-être encore 30 jours à vivre, peut-être moins. Et d'ailleurs, ça va être la nouvelle angoisse pour l'équipe chirurgicale. C'est est-ce que ce patient va tenir jusqu'à ce qu'on trouve un donneur compatible? Alors en attendant, on le prépare, ce patient, on désinfecte sa chambre, on inspecte tous les membres du personnel qui sont censés l'approcher. Il faut écarter tout
tout élément pathogène, bien sûr, parce que le traitement anti-rejet, ce traitement au cobalt qu'on va lui infliger, va avoir pour effet de diminuer très fortement ses défenses immunitaires et donc de le rendre d'une fragilité folle. Donc les jours passent, il a été choisi. Je dis les jours, les semaines passent. Je vous ai dit qu'il avait 30 jours à vivre. Vous imaginez l'angoisse, évidemment. Et c'est une angoisse que connaissent, hélas, tous ceux qui, à l'heure même où je vous parle, se préparent à une greffe quelconque et qui sont dans l'attente d'un donneur. Ceux-là savent à quel point c'est terrible, évidemment. Louis Washkansky est le plus impatient de tous, mais sa femme est là, aimante, présente. Elle aide son mari à tenir jusqu'au moment salvateur. Or, justement, un soir, c'est le samedi 2 décembre, elle est en train de rentrer chez elle dans une des principales artères du Cap, ce qui s'appelle Main Road. Et là, elle voit qu'il y a tout un attroupement. Il vient d'y avoir un accident de la circulation. Il y a deux femmes, une mère et sa fille, qui, en sortant de chez un pâtissier, n'ont pas fait attention. Elles ont été heurtées de plein fouet par une voiture. La mère s'appelle Mrs. Darval. Elle a été tuée sur le coup et la fille, Denise, est transportée à l'hôpital entre la vie et la mort. Et à quel hôpital est-ce qu'elle est transférée ? Eh bien, vous l'avez compris, à Grottechour, bien entendu. Et ce samedi-là, dans la soirée, le téléphone sonne chez Chris Barnard. Il s'était assoupi au retour d'une tournée de ses malades, notamment. Il avait vu Washkansky. Il avait vu que le malade était vraiment à bout de force. Le téléphone sonne. Il décroche, Chris Barnard. Ici Venter, professeur, c'est vous ? Ah, Washkansky est mort, dit Barnard, qui en est convaincu. Non, mais nous avons peut-être un cœur pour lui, celui d'une jeune femme de 25 ans, groupe sanguin O négatif. Elle a été amenée, le crâne, le bassin, les jambes fracturées. On l'a mise à tout hasard dans la chambre 283. Et là, Barnard sent la sueur qui perle à son front. Vous avez un cœur, dites-vous, mais la blessée, est-ce qu'elle est vraiment irrécupérable ? Avez-vous le consentement de la famille pour un prélèvement ? Le cerveau présente des lésions irréversibles, mais cliniquement, la patiente vit toujours. Son père est là, je vais demander l'autorisation. Faut-il prévoir la survie artificielle ? J'arrive, dit Barnard. Prévenez l'anesthésiste pour une réanimation éventuelle. Eh bien, c'est déjà fait. Le docteur Osinski est là. En tout cas, nous l'attendons d'un instant à l'autre, dit l'interlocuteur. Chris Barnard sait que maintenant, ça va être l'épreuve de vérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Christian Barnard dira qu'avant de commencer ce qui allait devenir une des plus importantes interventions chirurgicales de tous les temps, il a repensé à la première de ses opérations. À l'époque où il était interne, c'était une ablation de la vésicule biliaire et son rôle à l'époque, c'était de préparer le patient, notamment d'inciser la région à opérer. Mais le chirurgien en titre avait fait exprès de se présenter avec du retard. Et il l'avait simplement soutenu du regard pour le pousser à mener l'opération tout seul jusqu'au bout. Au point où vous en êtes, finissez donc, lui avait-il dit au moment le plus délicat. Et ça avait été une des grandes émotions de sa jeunesse. Peut-être qu'il se rappelle aussi un autre moment, alors là, qui est le pire souvenir de sa carrière. Et ça, c'est peut-être pendant son long stage aux États-Unis à Minneapolis, dans le service du docteur Lil Hay. Au cours de sa première opération à cœur ouvert sur un adolescent, il avait manqué son affaire, il avait incisé le cœur et provoqué une hémorragie, une espèce de fontaine de sang. Et il racontera ça, cette scène insoutenable dans ses mémoires. Le cœur cessa de battre, raconte-t-il. Je plongeais les mains sans rien voir et me mis à le masser dans l'espoir de le faire repartir, mais il ne réagissait pas et à chaque nouvelle pression de ma main, je faisais sourdre plus de sang dans ce lac mortel. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux un instant et de voir, là-haut, dans l'amphithéâtre vitré, le visage du père, les yeux agrandis de terreur. Son regard croisa le mien et il hocha la tête comme pour me dire « Oh, je vous en prie, dites que ce n'est pas vrai, dites que ce n'est pas mon garçon, dites-moi que ce n'est pas son cœur que vous tenez dans vos mains. » Cette fois-là, le patient était mort, évidemment. Il avait fallu toute la sollicitude et l'acharnement de ses confrères américains pour forcer Chris Barnard à remettre un jour les pieds dans une salle d'opération. Mais cette fois, en ces toutes premières heures du dimanche 3 décembre 1967, il est au contraire en train de réussir à 4 heures du matin. Le cœur de Denise Darval est donc transplanté. Il se remet à battre, mais à battre dans la poitrine de Louis Washkansky. Barnard laisse un de ses assistants refermer la plaie, je vais vous en parler dans un instant. Il quitte le bloc opératoire en retirant ses gants. Son frère, qui lui aussi est chirurgien, lui prend le pouls, il est à 140. Christian Barnard boit une tasse de thé, puis il revient auprès de son patient pour le voir reprendre des fonctions normales. Il est très excité, Chris Barnard. Il appelle en pleine nuit le directeur de l'hôpital, Dr Burger.
Oui, qu'est-ce que c'est, lui dit l'autre qui vient de se réveiller, évidemment. C'est le professeur Barnard. Oui, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Nous venons de pratiquer une transplantation cardiaque. Nous avons pensé que vous aimeriez le savoir. Oui, très bien. Et c'est pour ça que vous me réveillez en pleine nuit? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Nul n'est prophète en son pays. Le directeur de l'hôpital était de mauvaise humeur, mais les journalistes d'Afrique du Sud, de bientôt d'Europe, du monde entier, vont faire un triomphe à ce qui va devenir l'opération du siècle. Barnard devient l'homme le plus médiatisé de la planète. On dit qu'il est plus célèbre à l'époque que le président des États-Unis ou le général de Gaulle. Il faudra attendre le premier pas d'Armstrong sur la Lune, 18 mois plus tard, pour que son exploit soit détrôné à la une de tous les médias du monde. Oui, ça, Armstrong, évidemment, avait fait fort. Or, non seulement ce jeune chirurgien de 45 ans est sud-africain, ce qui est un petit peu inattendu, mais il a ce physique d'acteur de cinéma qui va faire sa gloire. Il est arrivé au sommet. Il y a cependant dans son ombre quelqu'un dont j'aimerais maintenant vous parler. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon qui raconte cela. C'est sa chronique mensuelle dans Historia, et c'est l'Historia de ce mois-ci. Voici ce que nous dit Jean-Noël Fabiani. Il y a aux côtés de Barnard, au moment même de l'opération, quelqu'un qui s'appelle Hamilton Naki, qui était né en 1926. Donc vous voyez, il a 40 ans lui aussi, 41 ans au moment de l'opération. Qui est donc Hamilton Naki pour justifier qu'on prenne la précaution de ne surtout pas parler de lui, demande notre auteur. Hamilton est le jardinier de l'hôpital, métier logique pour un noir dans des temps d'apartheid. Il entretient les pelouses du parc de l'hôpital et surtout le green du cours de tennis qu'utilisent tous les médecins. Seulement un jour, Robert Goetz, qui était chef du laboratoire de chirurgie expérimentale, nous dit-il, a eu besoin d'un coup de main pour l'aider pendant une intervention sur une girafe. Il a demandé à Hamilton de tenir fermement les écarteurs pendant qu'il effectuait son opération. Personne n'est plus serviable qu'Hamilton. Un brave homme avec un visage ouvert, toujours souriant. Hamilton demande alors à Goetz s'il peut l'assister dans ses interventions animales. Il ferait volontiers cela de façon bénévole, en plus de son travail de jardinier. Et Goetz, qui est toujours à la recherche de bras pour l'aider, saute sur l'occasion. Hamilton devient peu à peu un assistant privilégié, tous les jours ou presque. Il participe à la préparation des animaux, contribue aux opérations et parfois même, il les réalise en personne. Goetz lui laisse prendre de plus en plus de responsabilités, d'autant qu'il a noté chez ce jeune noir une habileté manuelle exceptionnelle. En plus de ça, il apprend à toute vitesse. Ce talent n'a pas échappé à Barnard, qui n'hésite plus à lui confier un programme de recherche expérimentale sur la transplantation cardiaque. Si bien qu'au début de l'année 67, l'homme du Cap, qui est le mieux capable d'effectuer une greffe cardiaque et qui en a la meilleure expérience, n'est autre que le jardinier de l'hôpital. Et Chris Barnard en est conscient, il en est tellement conscient qu'il va lui confier les commandes au moment le plus crucial de l'opération. Et il y a une photo de l'équipe qui est prise et on voit le jardinier noir sur cette photo. Je cite de nouveau Jean-Noël Fabiani. Une photo de l'équipe est prise le lendemain et paraît dans la presse. On voit Hamilton Naki au deuxième rang, un grand sourire illuminant son visage et la direction de l'hôpital de passer un rectificatif en précisant que l'homme noir sur la photo est un personnel d'entretien qui a posé là par erreur. Omerta totale. Il faudra attendre 2002 pour que Hamilton Naki soit décoré de l'ordre de Mapungubwe, la Légion d'honneur de l'Afrique du Sud, pour service exceptionnel rendu au pays, et que l'Université du Cap elle-même lui décerne un master de médecine d'honneur. Distinction rare pour un jardinier, nous dit Jean-Noël Fabiani. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vendredi 14 juin 1940, au petit matin. C'est une journée printanière qui commence à Paris, mais une journée d'angoisse. Les Parisiens ont pris les routes de l'Exode devant cette menace. Les Allemands ne vont plus tarder, ils sont là. Ils se rapprochent et de fait, l'ennemi pénètre dans la capitale à 5h30 du matin, par la rue de Flandre, les gares du nord et de l'est, la rue Lafayette. La Wehrmacht se répand comme ça un peu sur tous les axes. Les troupes motorisées, les chars défilent sans rencontrer la moindre résistance. Et
un peu avant 9h30, à 9h25 exactement, une unité allemande emprunte la rue du Faubourg Saint-Honoré. Une autre colonne de motos et de sidecars avec les soldats casqués arrive depuis la Concorde. Elle passe par l'avenue Gabriel et tourne sur la droite, rue de l'Élysée, pour longer les jardins et le palais avant de se présenter devant la grille d'honneur du palais présidentiel. C'est fait. Le temple de la Troisième République est cerné. D'ailleurs, à cette heure, il est vidé de la plupart de ses occupants. Alors, il y a un sous-officier allemand qui est là devant la grille. « Oh, ouvrez !» ordonne-t-il. Et derrière, à la porte du 55 Faubourg Saint-Honoré, se tient Jean-Baptiste Hanoteau. C'est le concierge du palais. Il a 50 ans, une petite moustache, le sourire facile. Il s'est beaucoup battu courageusement pendant la Grande Guerre. Il a reçu même un éclat d'obus à la tête. Il est médaillé militaire, décoré de la Croix de guerre, de la médaille du combattant et de la médaille des mutilés. Tout ça lui a valu d'être recruté par le président Poincaré comme agent intérimaire de l'Élysée. Il l'a été dès le 1er juillet 1918, c'est-à-dire avant la fin de la Grande Guerre. Depuis, le palais est un peu devenu sa maison. Et il a servi, Jean-Baptiste Hanoteau, tous les présidents de l'entre-deux-guerres jusqu'au président actuel, jusqu'à Albert Lebrun, qui vient de faire ses malles. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde comme ça sur Jean-Baptiste Hanoteau ? Bien, parce qu'il va jouer un rôle central dans cette histoire. Il devait confier ses souvenirs de l'occupation à un journaliste de France Soir après la guerre, et grâce à ses souvenirs, nous en savons un peu plus sur l'Élysée fantôme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le journaliste François Dorcival et académicien François Dorcival, auteur en 2011 de l'Élysée fantôme, les années noires, nous permet de lever le voile sur cette période assez extraordinaire dans le palais présidentiel, resté vide, même si se sont tramés dans ses murs un certain nombre de coups politiques. Donc, ce 14 juin 1940, Jean-Baptiste Hanoteau est bien obligé de laisser entrer les Allemands. Il y avait encore à l'époque le drapeau tricolore sur le mât de l'entrée du palais. On le retire, bien entendu, on abaisse les couleurs. Aucun soldat étranger n'avait envahi cette cour depuis mars 1871. Depuis la défaite de Napoléon III contre les Prussiens, le siège de Paris et l'entrée des Prussiens dans Paris après les conventions d'armistice. C'est donc un choc. Le sous-officier allemand demande à hisser les couleurs nazies sur le mât central qui est laissé nu par le départ du président français. Ça, c'est l'humiliation. Dans la cour, les soldats allemands crient « Heil Hitler » et Hanoteau, lui, fond en larmes. Le président Albert Lebrun est parti quelques jours plus tôt, le dimanche 9 juin 1940. Il faut dire que l'offensive avait commencé bien sûr le 10 mai, donc 37 jours plus tôt. Le président, ce matin-là, a lu les journaux comme tous les jours et le Petit Parisien déclarait « La plus grande bataille de la guerre s'est déroulée hier ». Quant au Figaro, il titrait « L'armée allemande atteint son paroxysme ». Et le président s'est tourné vers le préfet André Magre, secrétaire général de la présidence, qui était là depuis 10 ans. « Combien de temps nous reste-t-il ?»« 10 jours, monsieur le président, peut-être 3. » Le mobilier, tous les objets d'art ont été envoyés à Aubusson, l'argenterie et tous les précieux services aussi. Le président a même ordonné de détruire les archives qu'il était impossible de mettre à l'abri parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Et on a préparé un conseil des ministres prévu à 5h de l'après-midi qui a été retardé à 9h du soir avec, pour ordre du jour, le déroulement de la guerre bien sûr et le plan d'évacuation de Paris. Cette fois, tout le monde en a été convaincu, il allait falloir partir. Il y avait un grand absent à ce conseil, évidemment, c'est le tout nouveau général de brigade Charles de Gaulle, qui était sous-secrétaire d'État à la guerre. Le président du conseil, Paul Reynaud, venait de l'envoyer à Londres pour essayer de convaincre Churchill d'expédier des hommes, des avions en France, etc. En revanche, le maréchal Pétain, lui, était là. Il a été nommé à ce moment-là vice-président du Conseil depuis le 19 mai. Toutes les personnes présentes affichaient des têtes d'enterrement, bien entendu, et l'on a décidé le repli du gouvernement, d'abord vers la Touraine, et puis vous savez ce qu'il devait en être, vers Bordeaux, comme en 14. Albert Lebrun, cette nuit-là, n'a pas dormi, et à 6h du matin, son valet de chambre l'a réveillé. « Monsieur le Président, il est temps de partir ». La voiture du chef de l'État l'attendait au pied de la verrière, parce qu'à l'époque, il y avait une verrière sur le grand perron, dans la cour d'honneur. Le concierge a ouvert la porte à double battant. Le piquet d'honneur a salué. 7h du matin, ce 10 juin,
Le président est monté dans sa voiture, il est parti, et l'Élysée pouvait devenir une maison fantôme. Vous écoutez Radio Classique. Donc le 14 juin, l'Élysée est aux mains des Allemands, les soldats font du palais une véritable forteresse, ils vont placer des mitrailleuses, d'ailleurs ils vont même installer une batterie anti-aérienne, vous savez, bon, on l'a fait dans la plupart des monuments de Paris. Un jeune officier est arrivé pour prendre le commandement du palais. La première chose qu'il a faite, c'est de faire prisonnier les 8 gardes républicains qui étaient encore là sur place. Il se fait donner toutes les clés. Il faut se battre avec un énorme trousseau. Il coupe les lignes téléphoniques. À Berlin, le Völkische Beobachter titre « Paris était la cité de la frivolité et de la corruption où les Juifs avaient leurs entrées à l'Élysée et les nègres dans les salons. Ce Paris-là ne se relèvera pas ». Et le samedi 15 juin, c'est un colonel qui se présente cette fois devant l'entrée. Incroyable nouvelle, l'état-major allemand a décidé de transformer l'Élysée en prison. Alors là, après l'humiliation, c'est la honte. À 17h, ce sont plus de 800 fantassins capturés qui sont ainsi rassemblés par les Allemands à l'Élysée. Parmi eux, de grands blessés, des tirailleurs sénégalais qui avaient été les derniers à se battre le soir du 13 juin à Sarcelles. Et donc ce samedi 15 juin, au crépuscule, les Allemands se disent ça se passe mal, qu'il y a un début de rébellion. Ils font feu et un jeune caporal auvergnat qui est blessé à la tête va être achevé à coups de crosse sous les yeux de ses frères d'armes. Voilà ce qui se passe à l'Élysée. Vous avez bien compris que tout ça se passe dans l'ancien palais présidentiel. Et un deuxième prisonnier d'ailleurs sera tué dans la nuit. Et puis au matin du 18 juin, des camions reviennent, les grands camions bâchés, vous savez, ils viennent chercher les prisonniers et les transférer au camp de la Croix de Berny, au sud de Paris donc. Après cette évacuation, les Allemands se retirent et ne laissent sur place qu'une garde légère. De toute façon, ça y est, le Troisième Reich a gagné. Le Führer va pouvoir effectuer sa visite éclair dans la capitale. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça, l'opéra, le Trocadéro, mais il ne demandera même pas à voir l'Élysée. Le vendredi 28 juin, les derniers soldats allemands qui gardaient le palais vont le quitter avec leur drapeau. Même la croix gammée a été descendue. Il faut vous dire que l'article 3 de la Convention d'armistice prévoit que, je cite, « Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé ou bien, s'il le désire, de le transférer même à Paris ». Et ça, c'est la décision pour laquelle le commandement militaire allemand n'a pas hissé les couleurs allemandes sur un certain nombre de lieux de pouvoir, que ce soit Matignon, le ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay donc, ou l'Élysée. La vérité, c'est que l'État français est dirigé depuis Vichy maintenant, au pavillon Sévigné, que les ministres s'empressent de surnommer d'ailleurs le Petit Élysée. Albert Lebrun n'est plus président, puisque depuis le 10 juillet et le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, la Troisième République est partie en fumée. Et à l'automne, le maréchal, après avoir serré à Montoire la main du Führer, s'engage dans la voie de la collaboration. Vous connaissez l'expression. Laval veut ramener le gouvernement à Paris, lui-même se voit très bien à Matignon, il pense que l'Élysée pourrait accueillir Pétain, mais à Vichy, cette idée-là n'est pas du goût de tout le monde. L'ambition de Laval, dès le début, vous le savez, est vue d'un mauvais œil par d'autres ministres qui vont finir par s'allier pour le faire chuter. En convainquant Pétain, bien sûr, Laval sera contraint à la démission. Il est arrêté, assigné à résidence chez lui à Châteldon, en Auvergne. Et le projet d'installation du gouvernement à Paris a donc fait long feu. Le maréchal va rester à Vichy. En plus, Hitler est furieux du renvoi de Laval. Il raye littéralement l'article 3 de la Convention d'armistice. Il ne veut plus entendre parler d'un éventuel retour du gouvernement français à Paris. Et ça, c'est le symbole qui dit tout. L'Élysée ne sera même pas chauffée en cet hiver 1941. Il n'empêche, le palais doit rester prêt, au cas où. On envoie donc 2 officiers en avant-garde pour entretenir les lieux et pour les surveiller. Pas question que le palais tombe en ruine, on va même en profiter pour lancer quelques travaux de réfection, notamment la façade du jardin d'hiver, la cour d'honneur, sa fameuse verrière dont je vous parlais. De son côté, l'amiral Darlan
a de plus en plus de pouvoir à Vichy. Et en février 41, il est carrément vice-président du Conseil. Il conserve en même temps ses fonctions, il est aussi ministre des Affaires étrangères de la Défense nationale, hein, et il conserve ses fonctions d'amiral de la flotte, autant dire qu'il est vraiment le dauphin maintenant du maréchal Pétain. Et quand Darlan vient à Paris, il ne réside pas à l'hôtel Matignon, mais au Bristol, à l'hôtel Bristol, qui se trouve tout près de l'Élysée, au 112 de la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est là qu'il essaie de se couvrir à la fois du côté allemand et du côté américain. Vous connaissez le jeu trouble et complexe de Darlan, là aussi, on a eu l'occasion d'en parler. Il sait que ses jours sont comptés au gouvernement Darlan. Et d'ailleurs, sa démission est acquise le 17 avril 1942. C'est le retour de Pierre Laval aux affaires. Darlan n'a pas dit son dernier mot. Le maréchal l'a nommé commandant en chef des forces françaises. C'est vrai que l'armée qu'il commande est un peu réduite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a de quoi tenir tête institutionnellement à Laval. Et alors que Laval réside à Matignon quand il vient à Paris, lors de ses séjours dans la capitale, Darlan va s'attribuer l'Élysée. Ce choix, d'ailleurs, il ne l'a pas fait seul, l'amiral Darlan. Il l'a fait avec son petit entourage. Mais en revanche, il n'a pas prévenu Vichy, il n'a pas prévenu le maréchal qui quand même a froncé les sourcils. Darlan entre à l'Élysée le 29 avril 1942. Au palais, il demande qu'on remeuble les salons. Il choisit pour lui le bureau des ambassadeurs. Il fait aussi réaménager le salon Murat, le salon de l'hémicycle. Il demande au chef du service intérieur d'Albert Lebrun, qui s'appelait Marchal, de reprendre ses activités, de revenir à l'Élysée et de réinstaller les tapisseries et les mobiliers et les objets d'art, etc., jusqu'à l'argenterie. À l'Élysée, l'amiral fait de la politique, tout simplement. Il va même recevoir en grande pompe le maréchal von Rundstedt, qui est le commandant en chef de la Wehrmacht pour l'ensemble du front occidental. Bref, il est en train d'acquérir, grâce à l'Élysée, une espèce de statut nouveau qui impatiente beaucoup Laval. Pour lui, il est temps que cette occupation sans titre, n'est-ce pas, vienne à son terme. Il réussit à obtenir du maréchal l'expulsion de Darlan du palais de l'Élysée. Et effectivement, pour Darlan, tout se gâte quand a lieu le débarquement, vous savez, allié en Afrique du Nord. Le maréchal est trahi par son dauphin à ce moment-là, puisque Darlan décide de rejoindre les Alliés. Hitler est furieux, il envahit l'ensemble du territoire. Toute la zone libre désormais est envahie par les Allemands. Pétain n'est plus à la tête que d'un État fantoche. Quant au palais de l'Élysée, alors là, vraiment, il n'a plus de raison d'être. Il va pouvoir tranquillement retomber dans sa léthargie. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors évidemment, pendant toute l'année 43, on voit les forces allemandes qui reculent un peu partout. On prépare presque même déjà le débarquement. Il y en a eu qui ont eu lieu. À Vichy, on commence à réfléchir à une porte de sortie honorable. On voudrait faire en sorte que ce soit le maréchal en personne qui accueille l'état-major des forces alliées à Paris. On pense à ça sérieusement à Vichy. Et d'ailleurs, on imagine sérieusement l'installation du maréchal à l'Élysée. Ça permettrait d'asseoir ce qui peut lui rester de légitimité. Il faut vous dire que depuis Darlan, donc, le palais est retombé dans une espèce de léthargie. Il va sortir de son sommeil en juillet 44. Notre concierge, là, vous vous rappelez, Jean-Baptiste Hanoteau, il se souvient de l'arrivée de plusieurs militaires et policiers qui sont arrivés de Vichy. Et puis, dès le 3 août, on s'est beaucoup activé. Il a fallu remeubler d'urgence l'ensemble du palais, installer des lits qu'on a eu de la peine à trouver dans les grands magasins parisiens. Vous imaginez l'ambiance de cet été 1944 à Paris. Finalement, le projet a avorté. Et bien que l'Élysée ait été envisagé par le maréchal lui-même, eh bien, il n'en sera rien. Le dimanche 20 août, le colonel Barré, celui qui avait fait préparer la chambre de Pétain à l'Élysée, assiste depuis l'hôtel du Parc à Vichy au départ du cortège qui va emmener le chef de l'État français vers l'est de la France, entouré d'une double colonne de voitures allemandes. Bref, toute cette histoire-là est terminée. Et l'Élysée, de nouveau, n'est pas devenu ce qu'on espérait faire de lui. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Le 24 août au matin, les gardes républicains sont chargés d'investir l'ancien palais présidentiel. Une section d'une trentaine d'hommes commandée par le lieutenant Meunier prend position vers 17h. Et cette fois, c'est bien de libération qu'il est question. Hanoto est toujours là. Il surgit de la loge d'entrée pour ouvrir en grand la porte. Il accueille les libérateurs avec joie. Bien sûr, à l'intérieur du palais, on retrouve les policiers arrivés de Vichy 3 semaines plus tôt. Ils venaient, eux, recevoir le maréchal, et comme ils n'ont pas reçu d'autres consignes, eh bien, ils sont restés sur place. Immédiatement, on les met en état d'arrestation, ils n'opposent pas de résistance, et à 10h du soir, le lieutenant Meunier fait sonner le clairon, et la Marseillaise va pouvoir retentir, et dès le lendemain matin, l'Élysée se pare de ses couleurs tricolores. Il faut dire que le général de Gaulle est arrivé dans la capitale, il n'a pas voulu de l'Élysée. Son cortège s'est directement dirigé vers ce qui avait été son dernier bureau en dernier recours, au moment de l'invasion, c'est-à-dire le ministère de la guerre, rue Saint-Dominique. Il ne veut pas du palais parce qu'il n'est pas président de la République. Il pense qu'occuper ces lieux, ça entraînerait d'abord beaucoup de coûts, et puis ça pourrait avoir quelque chose de choquant de tous les points de vue. En coulisses, le fidèle et dévoué directeur de cabinet du général, le Gaston Palevski, s'active dès le début de l'année 45, néanmoins, pour remettre en état le palais du futur président de la République. Et progressivement, eh bien, l'Élysée retrouve des couleurs. Quand la 4e République va naître en octobre 46, on aura refait complètement le système électrique, les chaudières auront été réparées, et bien sûr que le grand mobilier aura retrouvé sa place. L'huissier est là, au rendez-vous, il s'appelle Michel Toulevent. Il a 25 ans de service. Le 12 novembre 1946, il peut accueillir les journalistes, les photographes. Il va d'ailleurs faire la une du Figaro le lendemain. L'architecte en chef, Jean Desmarais, voulait montrer à la presse le résultat de tous ses travaux. Pour autant, l'Élysée n'a pas encore retrouvé de président. Il va falloir attendre le 16 janvier 47 à 18h30 pour que se présente, on a envie de dire ouf, depuis le départ du président Albert Lebrun, vous avez vu toutes ces tribulations, ces faux départs et ces occupations un peu abusives. Eh bien, ça y est, on va pouvoir accueillir un nouveau président de la République, c'est Vincent Auriol, bien entendu, qui est arrivé en voiture de Versailles, où il vient d'être élu, bien sûr, encadré par la cavalerie de la garde républicaine, grand appareil, grande allure, et bientôt, 300 personnes vont pouvoir retrouver leur place dans les différents bureaux de l'Élysée. Ça fait, entre parenthèses, 100 personnes de plus que du temps du président Lebrun. L'Élysée est redevenu une sorte de ruche, ça fourmille dans tous les sens. Le palais est de nouveau le cœur battant de la République. 7 années se sont écoulées, entre parenthèses, entre le départ d'un président et l'arrivée de l'autre. C'est un septennat, ça, cette année. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au début de cette histoire, il y a les obscurs événements du printemps 1591. Nous sommes à Ougrich, c'est-à-dire à plusieurs jours de cheval au nord de Moscou, sur les bords de la Volga, de la majestueuse Volga chargée des eaux des neiges hivernales. C'est là que vit le tsarévitch Dimitri. Dimitri est un petit prince, il a 8 ans, il faut imaginer son joli visage enfantin. C'est le frère du peu brillant tsar Fiodor Ier, et comme lui, il est le fils d'Ivan le Terrible. Ivan, qui est mort 7 ans plus tôt, après un règne dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a été agité. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous raconter le règne d'Ivan le Terrible. Si Dimitri grandit si loin de Moscou, c'est parce qu'un homme trouble l'a éloigné de la capitale. Son nom, vous le connaissez forcément, c'est Boris Godounov, et disons-le, c'est lui le vrai maître de la Russie. La réputation de Boris est entachée, une partie de la noblesse le tient pour une sorte d'arriviste, un personnage odieux, et il est vrai que cet homme plutôt petit mais qui porte beau, qui a une certaine allure, qui a beaucoup de charisme, il faut le dire, cet homme a réussi à gravir un à un tous les échelons qui l'ont approché du pouvoir, et avec adresse, il a su placer le tsar Fédor, que sa sœur a d'ailleurs épousé, sous son emprise. Et puisque la famille de la veuve d'Ivan le Terrible, les fameux Nagaï, exècre Boris, il a fait déménager tout ce petit monde, l'ancienne tsarine et notamment, pendant qu'on y était, le jeune Dimitri,
à Uglitch. Il est clair qu'une menace pèse sur cet enfant, parce que si le jeune Dimitri venait à disparaître, ce serait pour Boris un obstacle de moins dans sa marche vers un pouvoir sans partage. Or, le 15 mai 1591, le quotidien des exilés d'Uglitch est brusquement troublé. Ce jour-là, le tsarevitch est censé s'amuser avec d'autres enfants, il est là un peu à l'écart, enfin c'est encore de son âge, il a des jeux d'enfants, et puis soudain on entend des hurlements, et puis des cris des autres enfants. On se dit que quelque chose de grave vient d'arriver, et effectivement, on va découvrir cet enfant, on va découvrir Dimitri, plein de sang, la gorge béante, il est sans vie. Sa mère est complètement bouleversée, elle blêmit devant le cadavre du petit garçon et c'est beaucoup de colère qui se mêle à son désespoir. Pour elle, pas de doute, il s'agit d'un assassinat et bien sûr derrière cet assassinat, elle voit la main de Boris Godunov. Une enquête est lancée. Et les conclusions de l'enquête sont pour le moins déroutantes. Dimitri était en train donc de jouer avec des enfants, il avait un poignard à la main pour son jeu, il aurait eu une crise d'épilepsie et étant incapable de contrôler ses gestes, il aurait lui-même attenté à sa vie, il se serait lui-même ouvert la gorge. Vous avouerez que c'est quand même une hypothèse extrêmement étrange. C'est pas tout à fait impossible en théorie, mais dans la pratique on voit pas bien comment c'est possible. Reste que cet accident éclaircit l'avenir de Godunov. Quand le tsar Fédor finit par mourir 7 ans plus tard, on est donc là en 1598, son beau-frère touche au sommet de ce qui a été la plus invraisemblable ascension de l'histoire de la Russie. À présent, il est le tsar et Boris peut savourer sa victoire. Il va pouvoir gouverner comme il l'a toujours entendu, avec pas mal d'habileté, il faut le dire, avec beaucoup de rudesse aussi. Il écarte un à un ses ennemis, du moins jusqu'à un jour froid d'hiver. On est dans cette Russie où les hivers paraissent interminables. On est en 1603, tout début 1604, quand une rumeur est en train de se diffuser un petit peu partout depuis la Pologne. On dit qu'un homme d'une vingtaine d'années est en train de clamer partout qu'il est le tsarevitch Dimitri en chair et en os, qu'il n'est pas mort, qu'il n'a pas été égorgé. Si ce que dit ce jeune homme est exact, ça ferait de lui le tsar légitime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alain Decaux a écrit plusieurs beaux articles sur cette affaire et dans un de ses articles, il nous décrit Boris Godunov. Dans son palais de Moscou, dit Alain Decaux, Boris, après avoir méprisé l'imposteur, finit par s'émouvoir. Tout cela est grotesque, mais ce coquin finirait-il par devenir un gêneur sur le champ? Boris exige de la cour de Cracovie l'extradition de l'imposteur. Réponse évasive des Polonais qui affirment que le domicile de l'inculpé ne leur est pas connu de façon précise. Et là se pose une question. Est-ce qu'il est possible que le mystérieux prétendant soit Dimitri? Est-ce que ce qu'il raconte est une possibilité? À l'écouter, ce jeune homme aurait été bénéficiaire d'une espèce de mise en scène. Voilà selon lui ce qui s'est passé. 13 ans plus tôt, un tueur envoyé par Godunov depuis Moscou, envoyé donc pour se débarrasser de lui, est arrivé à Uglitch, mais seulement en le voyant, il ne s'est pas senti capable d'accomplir sa mission. Est-ce que c'était à cause du statut sacré du jeune héritier? Est-ce que c'était parce qu'il avait cet air d'enfant fragile et tout à fait charmant? Toujours est-il que le tueur s'est dit non, je ne pourrai pas tuer cet enfant. Il a trouvé une solution de rechange. Il est allé chercher dans la population démunie de la région un enfant aux traits à peu près similaires à ceux de Dimitri. Il l'a poignardé, ensuite il l'a égorgé et il l'a mis à la place du prince. Le type de blessure, la mise en scène du tueur, tout ça, avec toute l'émotion que ça a pu susciter, ça a permis le succès de ce qui est une véritable mystification. Et ensuite, l'assassin aurait mis le vrai tsarevitch à l'abri, il l'aurait protégé en Ukraine. Et c'est ainsi que ce garçon aurait grandi, serait devenu adulte sans être menacé et serait finalement entré dans la domesticité d'un prince polonais. Il aurait fini par révéler à ce moment-là sa véritable identité.
identité à son seigneur. Et en Pologne, des témoins vont abonder dans son sens. Le prétendant paraît bien être la version adulte du prince disparu. Il possède les mêmes traits agréables et ce qui est un peu moins séduisant, il possède les mêmes verrues que l'on constatait sur Dimitri. Alors après avoir hésité, le roi de Pologne lui-même va finir par accepter de soutenir ce jeune homme. Alors il faut vous dire qu'il y a des intérêts politiques et religieux dans l'affaire, hein. Le prétendant montre un grand intérêt pour le catholicisme et la perspective de voir un jour la Russie orthodoxe passer dans le giron de l'Église romaine fait naître beaucoup d'idées et d'ambitions chez un certain nombre de princes polonais. Bref, notre prétendant a réussi à constituer un parti et maintenant son objectif est clair. Il veut aller reprendre la couronne de Godounov. Et il va, à la fin d'octobre 1604, il va emprunter un pont sur le Dniepr. Il traverse le Dniepr un peu comme César avait franchi le Rubicon. On peut dire que c'est un destin glorieux qu'il l'appelle. Ce destin, cette extraordinaire destinée qui doit le mener jusqu'au trône de Moscou, ce sont ses troupes qui doivent les lui offrir. Vous écoutez Radio Classique. Au cours de l'hiver 1604-1605, Boris Godounov a quand même quelques raisons d'être inquiet, pour ne pas dire anxieux, puisque ce jeune homme qui affirme être le tsarévitch Dimitri est en train de progresser à travers les immenses espaces russes. Avec ses troupes, ce rival sorti de nulle part va alterner certes les victoires et les revers. Il y a pas mal de revers, mais il n'empêche qu'il s'approche, il est là, il gagne du terrain, il est de plus en plus près de Moscou. C'est comme si les événements lui donnaient raison, parce que en même temps, on voit Boris Godounov saisi d'une sorte de torpeur. Je cite de nouveau Alain Decaux. Ce qui surprend l'historien, nous dit-il, c'est au cours des mois qui s'écoulent, l'inaction quasi totale de Boris. Une cassure s'est produite dans l'âme du souverain, dit Constantin de Grunewald. Il veut être sûr, absolument sûr, que Dimitri est un imposteur. De plus en plus, il ressent le complexe des usurpateurs. Rien ne le rattache au souverain légitime de la Russie. Il l'a toujours su tout en voulant l'oublier. Et bien maintenant, cette obsession le ronge. C'est tout le thème, bien sûr, du fabuleux, du somptueux opéra de Moussorgsky. Pour ne rien arranger, Boris constate les effets de son impopularité. Il y a autour de lui pas mal de crises, de défections. Il y a des populations entières qui vont accueillir son rival. Et ce mystérieux Dimitri, bientôt, va avoir l'outrecuidance de lui écrire pour lui proposer un exil raisonnable et tranquille. Inutile de vous dire que Boris refuse. Mais de plus en plus, il est saisi par le doute. Il est comme embarrassé de lui-même. Son corps peine à suivre. Le 13 avril 1605, le tsar va adopter une attitude encore plus étrange, puisque on le voit depuis son palais prendre le temps d'observer Moscou, comme si le temps était suspendu. Il est là, qui regarde l'horizon, cet horizon sur lequel pourrait bientôt jaillir le prétendant. Pour Boris, c'est déjà le jour de l'adieu. Le voilà qui s'écroule. On ne sait pas ce qui l'a frappé, probablement une attaque, comme si la foudre l'avait frappé, à moins que certains ne l'aient un peu aidé à s'effondrer. Qu'importe, la mort le saisit. La grande confrontation à laquelle on était en droit d'attendre, cette grande confrontation avec son prétendant, ne va pas avoir lieu. Et c'est le fils de Boris Godounov qui va prendre sa suite avec, pour le jeune Fiodor, une tâche très rude, d'autant plus que le cycle des trahisons s'accentue. L'un des principaux alliés censés conduire de nouvelles troupes sur la route du prétendant envoie secrètement des messages aux rebelles. Un compromis finalement est trouvé. En échange de diverses garanties, notamment au sujet de la religion orthodoxe et de l'emprise supposée des Polonais sur Dimitri, on va le voir retourner sa veste. Et dès lors, tout s'accélère. Au tout début de l'été 1605, c'est-à-dire 2 mois à peine après le décès de Boris, le prétendant est dans la capitale. Et c'est un rêve incroyable qui se réalise pour Dimitri. Dans son Histoire de la Russie, Michel Heller nous dit
Il entre au Kremlin accompagné de la haute noblesse russe et sous les vivas de la foule. Son trône est libre, aiguillonné par les missives du tsarevitch et par ses émissaires. Les moscovites ont fait irruption au palais, arrêté le tsar et sa mère, tués par la suite, et mis en pièces la parenté des Godounov. La chronique rapporte que les caves du palais furent mises à sac et que le calme ne revint dans la ville que quand tous furent ivres morts. Vous me direz, on est en Russie. Dès lors, le nouveau maître du Kremlin va multiplier les gestes pour asseoir sa légitimité. Il se prosterne sur la tombe de son père, en tout cas celui dont il affirme qu'il est son père, Ivan le Terrible. Il va aussi à la rencontre de sa mère, l'ancienne tsarine, Maria Nagaya. Et c'est un moment chargé d'émotion. Le vainqueur des Godounov et la veuve déchue d'Ivan le Terrible s'approchent l'un de l'autre. Instant décisif, parce que si le jeune héros n'est pas le vrai Dimitri, celle qui est censée être sa mère va finir par dénoncer la supercherie. Mais non, tout se passe bien. Maria semble bien voir dans le nouveau tsar le fils qu'elle a pleuré 14 ans plus tôt. L'ordre est rétabli. Le prétendant qui est sacré dans la foulée a refermé la parenthèse du règne imposteur de Godounov. Ça ressemble à une belle fin, si vous voulez, mais tout n'est tout de même pas si simple, parce que tout le monde ne peut pas oublier que le retour de Dimitri a eu lieu en partie, comme on dira plus tard de Louis XVIII, dans les fourgons de l'étranger, et même dans les fourgons, en l'occurrence, de l'ennemi polonais. Les nuages ne vont pas tarder à s'amonceler dans le ciel du jeune tsar, et très vite, il va se rendre compte que conquérir le trône, c'est une chose, mais que le conserver, c'en est une autre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et si le tsar Dimitri n'était pas vraiment celui qu'on avait attendu? Les alliés qu'il s'était trouvés ne sont pas très sûrs, il faut dire qu'ils sont de fraîche date. Lui-même multiplie les maladresses et dès le printemps 1606, il va épouser une étrangère qui s'appelle Marina. C'est la fille d'un important aristocrate polonais, tout le monde la juge très déplaisante et alors elle a une attitude qui à Moscou ne passe pas du tout, c'est qu'elle ne se couvre pas les cheveux. À l'époque, c'est considéré comme un véritable sacrilège et c'est peut dire que le couple exaspère les moscovites. Le beau tsar s'habille à la polonaise, il se nourrit de veau, ce qui est très mal vu là aussi par les Russes à l'époque. Et plus préoccupant aux yeux du clergé et de la haute société moscovite, il laisse de grandes libertés aux catholiques. Et oui, on est dans cette Moscou ultra-orthodoxe. Et puis, depuis des mois, il ne croit pas toujours nécessaire de contenter ses soutiens. Il va pratiquer une politique qui, aux yeux de beaucoup, est trop autoritaire, trop volontariste. Bref, tout est réuni pour transformer les anciens alliés en nouveaux comploteurs. Et parmi eux, le célèbre Vassili Chouïski, un noble puissant qui l'avait beaucoup aidé à prendre le pouvoir et qui va entretenir autour de lui cette grogne jusqu'à ce que ce mécontentement cristallise. Je cite Gaëtan Morin de Finf. Une nuit où le jeune souverain repose aux côtés de Marina dans un appartement du Kremlin, un tumulte les réveille. Ce sont des chocs d'épées et de sabres, d'affreuses vociférations et menaces. Les vétérans, ceux-là même qui acclamaient la veille encore le jeune tsar, guidés par le traître Chouïski, se déchaînent maintenant contre lui. Ils ont envahi le Kremlin et poussent des cris de haine. Mort à l'usurpateur qui veut vendre à la Pologne la Sainte Russie. Franck Ferrand sur Radio Classique. La chance a tourné. En peu de temps, le tsar est acculé. Il tente alors de fuir par une fenêtre. Il monte sur le rebord. Il voit le sol qui est là, à quelques-uns de nos mètres en contrebas. Peu importe, il n'a pas le temps de réfléchir. Il va s'élancer. Il tombe, évidemment, il se blesse, c'est fini. La foule s'empare de lui. Alors on va lui tirer dessus sans autre forme de procès. Déjà, le tsar n'est plus qu'un corps sans vie, un corps que des badauds vont maltraiter à travers la ville et vont molester pendant des heures et même, dit-on, pendant des jours et des jours. Il est finalement livré aux flammes, puisqu'il reste et placé dans la gueule d'un canon pour être envoyé par la voie des airs vers l'Occident. Cet Occident que le jeune tsar adorait, mais que les moscovites haïssent. Une question reste en suspens. En ce soir de mai 1606, est-ce que les moscovites ont mis à mort un tsar légitime, le fils d'Ivan le Terrible, ou bien un obscur aventurier? Eh bien,
Il semble que ce soit plutôt la deuxième solution, il semble que ce soit plutôt un obscur aventurier, puisque tout indique que le tsarevitch Dimitri est bel et bien mort à 8 ans en 1591. Alors me direz-vous, mais dans ce cas, qui est ce prétendant? Eh bien, enfin, c'était, pense-t-on, un certain Yuri, un ancien serviteur extrêmement malin et dégourdi qui travaillait auprès de la grande famille des Romanov, appelée ainsi Grand Destin. Il a été inquiété pour diverses raisons par la justice, il est devenu moine, et puis on ne sait pas exactement comment, il a développer cet incroyable dessein de se faire passer pour le défunt tsarevitch en lançant son aventure depuis la Pologne. Il faut vous dire que des faux prétendants dans l'histoire russe, il y en a des quantités et des quantités. On peut imaginer qu'il a été inspiré par un certain nombre de personnes qui y avaient intérêt, évidemment. Il ne sera pas, je vous le dis, le dernier faux Dimitri. D'autres vont se présenter et tenter l'audacieuse aventure de la conquête du pouvoir. Même l'impératrice Marina, qui est toujours là dans les coups bizarres, affirmera que l'un d'eux, un autre donc, est le vrai Dimitri. Je cite Michel Heller. Les imposteurs poussent littéralement comme des champignons. Aucun pays n'en a connu autant que la Russie. Et l'historien d'ajouter, en citant Kirill Chissov, le premier faux Dimitri donna le signal et l'imposture devient pour l'État une maladie chronique. Dès lors, et presque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, rares furent les règnes qui se déroulèrent sans apparition d'imposteurs. Un petit bonus avant de laisser l'antenne à Pauline Lambert, c'est très intéressant, vous allez voir, c'est signé justement Michel Heller. Les plans et l'action de Dimitri, nous dit-il, son comportement si peu conforme aux rigides usages de la cour moscovite, évoque un autre tsar russe, Pierre le Grand, apparu un siècle plus tard. Pierre obtiendra d'être reconnu mondialement comme le premier empereur russe officiel, titre que 100 ans plus tôt, le faux Dimitri revendiquait pour le tsar. L'imposteur couronné et le tsar russe légitime manifestent le même intérêt passionné envers l'Occident où ils séjournent tous les deux. Ils s'entourent d'étrangers, veulent instruire leur peuple, encouragent le commerce, prennent soin de l'armée, bref, ne se conduisent pas comme il sied à un tsar. Il va de soi que ce qui pour le faux Dimitri n'est qu'une ébauche, l'expression vague d'idées floues et de sentiments inconscients, deviendra pour Pierre de la grande politique, mais si l'on considère que le faux Dimitri demeure moins d'1 an sur le trône, alors que Pierre régnera quelques 40 ans, il apparaît que l'histoire a permis en la personne du faux Dimitri une répétition générale avant l'entrée en scène de Pierre le Grand. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vais vous parler du nouveau roman d'Alexandra Lapierre. Vous savez, il y a des livres comme ça qui marquent plus que d'autres. Eh bien, c'est le cas de, je dis roman, on pourrait plutôt parler d'une biographie romancée de ce personnage absolument extraordinaire et dont moi non plus, je n'avais jamais entendu parler avant ces dernières semaines. Elle s'appelle Belle Greene. C'était une femme assez extraordinaire et cette histoire nous emmène à New York. Nous sommes à la fin de l'année 1905, en décembre 1905, par une froide matinée de fin d'automne. On est entre la 36e et la 37e rue sur Madison Avenue et une jeune femme est là qui se presse sur le trottoir et se dirige vers la Morgan Library. Ah, vous allez en entendre parler de cette Morgan Library ce matin. Il s'agit probablement pour elle du rendez-vous le plus important de son enfance. Elle va rencontrer John Pierpont Morgan, un des banquiers les plus riches des États-Unis. Il s'agit d'un entretien d'embauche, vous avez bien compris. C'est le premier entretien pour cette jeune Belle Greene qui réalise alors un stage pour la bibliothèque publique de New York. Elle est amoureuse des livres, Belle. Elle a toujours souhaité travailler comme conservatrice dans une grande bibliothèque. Et justement, il se trouve que ce banquier, Morgan, cherche quelqu'un qui pourrait développer la très prestigieuse collection d'ouvrages qu'il a pu réunir. C'est la raison de cet entretien de ce matin. Belle vient de loin. Elle a grandi dans les quartiers noirs de New York, dans un contexte où les descendants d'Afro-Américains ne possèdent pas les mêmes droits que le reste de la population. Son arrière-grand-père était un esclave affranchi.
On est à l'époque où les États-Unis étaient complètement minés, ravagés par cette ségrégation, par ce racisme à tous les étages. Et les États-Unis de la fin du 19e siècle avaient adopté des lois extrêmement strictes à l'égard des Noirs. Ça s'appelait les lois Jim Crow. C'est des lois qui datent de 1877. Il était interdit aux Noirs d'aller partager les mêmes endroits, les mêmes trains, les mêmes fontaines, les mêmes toilettes, les mêmes théâtres, les mêmes restaurants, les mêmes universités, que sais-je, que les personnes qui étaient blanches. Il suffisait d'avoir une seule goutte de sang noir dans un arbre généalogique pour perdre le droit de vote, pour perdre l'égalité civique, etc. Et les États du Sud allaient plus loin encore dans cette ségrégation, mais pour éviter une nouvelle sécession, les États du Nord n'avaient rien dit. Ils avaient argué que l'unité du pays était peut-être plus importante que ce qui pouvait diviser les différents États. Bref, entre 65 et 77, une intégration a été possible. Le père de Bell, il s'appelait Richard Greener, a fait de très belles études. Il a d'ailleurs été le premier descendant afro-américain diplômé du Harvard College. Et puis, il a fait une belle carrière comme prof, comme professeur, comme avocat. Et après 77, donc, il a évidemment dû se conformer aux nouvelles lois. Il a dû quitter ses postes universitaires. Et s'il lui arrivait encore d'exercer, il le faisait gratuitement. Il a subi toutes sortes d'humiliations, de menaces. Ses élèves, ceux qui lui restaient fidèles, étaient très maltraités. Et de là, cette lutte politique pour l'égalité des droits qui, toute sa vie, aura animé le père de Bell. Ça a fait de lui quand même un père assez absent, il faut bien le dire. Vers l'âge de 10 ans, Bell, ses frères et ses sœurs n'ont plus vu leur père. Et pour s'en sortir, la famille a décidé de cacher ses origines. On a changé de nom. Greener est devenu Green da Costa, ce qui faisait comme si on avait des origines portugaises, etc. Bref, dans la famille Green, puisque c'est ainsi que maintenant on va l'appeler, on avait décidé de ne plus jamais rien dire sur ces quelques gouttes de sang noir qui auraient pu tout faire basculer. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vie a permis quand même à Bell, à ses frères et sœurs, etc., de s'épanouir, si je puis dire. Puisqu'on ne laissait rien transparaître dans la famille Green d'Acosta des ascendants afro-américains, eh bien on vivait comme les autres. Alexandra Lapierre, dans son livre Bell Green, aux éditions Flammarion, écrit à propos de Bell: franchir la barrière de couleur lui semblait soudain si facile, à la portée de n'importe qui. Au fond, Dieu seul savait s'ils n'étaient pas plus nombreux qu'on le supposait. La pratique était connue, un mot le résumait sans besoin d'autres précisions: le passing. Qu'est-ce que c'est que le passing ? Eh bien, c'est faire comme si on n'avait aucune ascendance de couleur dans cette Amérique qui ne les tolère pas. Bell va donc suivre des études à Princeton. Vous avez compris qu'elle est tôt passionnée par les livres et que son but est de devenir bibliothécaire. Depuis l'âge de 12 ans, elle déclare vouloir vivre entourée de livres. Elle aime les regarder, les toucher, les sentir. Et après une rapide formation, elle est devenue stagiaire à la bibliothèque publique de New York. C'est là qu'elle a rencontré le neveu du banquier, qui s'appelait donc Junius Morgan. Et c'est lui qui a aidé Bell à obtenir cet entretien avec le grand J.P. Morgan. Le 31 décembre 1905, c'est par un simple télégramme que Bell a appris sa nomination comme bibliothécaire de la Morgan Library. You got the job, stop. $75 par mois, stop. Bibliothèque de Monsieur Morgan, stop. Demain, 8h, stop. Happy New Year. Et oui, on était juste au tout début de l'année 1906. Autant vous dire que Bell a 26 ans. Alors, elle ne ment pas seulement sur ses origines, sur son ascendance, elle fait croire aussi qu'elle n'a que 22 ans. Elle va devoir mettre de l'ordre dans tout ce que possède déjà Monsieur Morgan. Le banquier doit partir en Europe à ce moment-là pendant 6 mois. Il doit s'absenter de février à juillet 1906. Eh bien, elle va profiter de cette période-là pour faire ses preuves. Il lui faut trier tous les ouvrages de collection. Il y a notamment 2 Bibles imprimées par Gutenberg. Vous imaginez les trésors que possède Morgan. Il y a également une Iliade et une Odyssée imprimées en grec à Florence en 1489. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des incunables, vous savez. Il y a les évangiles de Lindau, c'est-à-dire le premier manuscrit jamais enluminé de l'époque médiévale. Enfin bon, ce sont vraiment des pépites, des trésors
trésors. Et ça va s'accélérer, parce qu'on va continuer à acheter des trésors. Belle, qui possède un véritable amour des livres, vous l'aurez compris, est toujours pleine d'émotions lorsqu'elle manipule ces ouvrages d'une grande rareté, extrêmement précieux. À son retour, JP Morgan est très satisfait de son travail. Une profonde amitié va naître entre les deux. Et JP Morgan, dont le caractère n'est pas rien, c'est un homme extrêmement entier, avec un caractère possessif. D'ailleurs, il va se prendre d'une grande affection pour Belle. Ils vont même devenir intimes. JP Morgan lui raconte tous ses malheurs, qu'ils soient familiaux ou financiers. Il faut dire qu'il en collectionne pas mal là aussi. Et Belle, de son côté, s'occupe également des affaires privées de JP Morgan pour le faire plaisir à sa maîtresse qui s'appelle Adélaïde. On va essayer de dénicher à travers tout le monde entier, tout ce que les Adélaïdes de l'histoire ont pu posséder. Alors, il y a notamment un missel écrit à la main par Madame Adélaïde, la fille préférée de Louis XV, ainsi que des livres d'heures magnifiquement reliés. Il y a également 2 douzaines de lettres écrites dans les années 1870 par Marie-Adélaïde, la cousine de la reine Victoria, etc. Bref. Belle va devenir presque indispensable pour JP Morgan. Elle finit même par s'immiscer dans ses affaires financières. Vous savez qu'en octobre-novembre 1907, les États-Unis vont traverser une grande crise économique. Le monde de la finance accourt chez Morgan pour essayer de chercher une façon de sortir de ce marasme. Et Morgan va soutenir la bourse à plusieurs reprises avec ses propres deniers, qui sont, il faut dire, presque infinis. La situation va mal néanmoins et Morgan, au début de novembre 1907, réunit une cinquantaine d'hommes d'affaires. Il a pris parmi les plus puissants des États-Unis. Et où les réunit-il ? À la Morgan Library, justement. On les installe, on les enferme quasiment dans une pièce pour qu'ils puissent trouver une solution. Et c'est Belle qui est censée représenter le grand banquier et qui doit rester auprès de tous ces hommes d'affaires pour transmettre les messages, si vous voulez. Et après une nuit de tractation, les 50 parviennent à trouver un accord et Morgan les autorise, si je puis dire, à sortir. Belle Green va assister donc à ce moment extraordinaire de l'histoire financière américaine aux premières loges. Elle aura même été, on peut le dire, un des acteurs de l'événement. Elle a fait maintenant la conquête de la haute société new-yorkaise, faut vous dire. Elle mène une vie tout à fait mondaine. Elle occupe régulièrement la loge de Morgan au théâtre. Elle se rend presque tous les soirs au restaurant, à l'opéra. Elle boit, elle fume. C'est une femme très, très libre pour cette époque. Mais n'oubliez pas une chose, n'oubliez jamais ce fait essentiel, c'est qu'elle continue de mentir sur ses origines et que ça l'empêche d'avoir évidemment une relation durable. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si Belle donnait naissance à un enfant de couleur? Vous imaginez, c'est tout son monde d'un seul coup qui s'effondrerait. Et je ne parle pas des conséquences induites pour l'ensemble de sa famille. Elle perdrait sa place, sa notoriété. On pourrait même penser que ça l'amènerait à risquer sa vie. Et d'autant plus que certains propriétaires de restaurants ou de théâtres qui emploient des personnes de couleur comme vigiles pour dénoncer leurs congénères qui dissimulent leurs véritables origines, ces propriétaires sont très à cheval sur les réglementations. Le fait de dissimuler ce passé engagerait toute la famille Green d'Acosta. Si ses frères et sœurs se faisaient repérer, on peut dire que leur vie d'un seul coup basculerait. Donc, ils se sont tous fait un serment. Ils ont procédé à un engagement mutuel de ne jamais se marier, de ne jamais avoir d'enfant pour ne pas risquer qu'il s'agisse d'un enfant de couleur. Et néanmoins, vous allez voir que dans les années qui viennent maintenant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elle est très lancée maintenant, notre Belle Green. Elle croise tout ce que l'Amérique peut proposer de gens importants. Elle rencontre Woodrow Wilson, notamment, qui est encore président de l'université de Princeton à l'époque et qui lui demande des reproductions d'un certain nombre d'œuvres que possède la Morgan Library. En parallèle, elle réorganise complètement la bibliothèque de JP Morgan et elle voudrait que cette Morgan Library s'impose parmi les plus prestigieuses bibliothèques du monde.
au même titre que la Bibliothèque nationale en France ou que la bibliothèque du British Museum. En 1908, ça fait 3 ans que Bell travaille donc pour Morgan et elle s'est fait un nom, bien sûr, dans toute cette société new-yorkaise. Il se trouve qu'à ce moment-là, un certain Lord Amherst met en vente son extraordinaire bibliothèque et la vente a lieu en Europe. Eh bien, Bell va convaincre Morgan de l'envoyer en Angleterre pour assister à cette vente aux enchères. Il faut dire qu'elle est très bonne dans ce domaine-là aussi. La vente réunit tout ce que le monde de l'art en Europe et de tout ce que le monde des bibliophiles compte d'important. On a là-dedans des livres. Il faut dire que la collection qui est vendue est absolument inouïe, avec beaucoup de très très vieux ouvrages qui ont appartenu à des gens très importants de l'histoire. L'horreur pour Bell, ce serait que, parce qu'il faut vous dire qu'il y a notamment 17 incunables rarissimes qui ont été édités par William Caxton au XVe siècle, donc bien entendu, et Bell ne voudrait pas que ces 17 Caxton soient de nouveau séparés, qu'ils se retrouvent complètement répartis entre les différentes bibliothèques du monde. Alors, elle va mettre le paquet, si vous me passez l'expression. Elle obtient les 17 Caxton vraiment toute la collection pour $125 000 de l'époque. C'est très difficile à traduire, mais on va dire en tout cas entre 3 et 4 millions de nos euros. Ça a été des enchères absolument inouïes. Et avant de quitter l'Angleterre, eh bien, après avoir rencontré tout ce qu'il y a de brillant à Londres, elle va faire un petit crochet par Paris, le temps de se faire une garde-robe chez Paul Poiret, s'il vous plaît. Et puis, elle rentre évidemment à New York. Et quand Bell Green arrive avec les prises de guerre qu'elle a faites en Europe, JP Morgan est littéralement ébahi. Morgan poussa un cri de « Sioux !» raconte Alexandra Lapierre, tapa furieusement sur son bureau comme un tambour et se lança dans une danse du feu autour de la pièce. Ravie, elle se mit au diapason et le suivit dans sa ronde en ululant des chants d'indiens. C'est l'avantage d'Alexandra Lapierre, c'est qu'elle nous fait vivre les scènes, on a l'impression d'être là, bien entendu. Rentrer à New York, ça veut dire également reprendre son travail à la Morgan Library, bien entendu. Elle va rencontrer à ce moment-là quelqu'un de très important, c'est Bernard Berenson, qui est un expert en histoire de l'art, spécialisé dans la Renaissance italienne. Il a 17 ans de plus qu'elle. Ça n'empêche pas que c'est le début d'une très extraordinaire histoire d'amour. Bernard Berenson est un personnage comme peut les aimer Bell Green, il est atypique. Lui aussi d'ailleurs a un passif familial assez tumultueux. Il est originaire, il est d'une famille lituanienne juive qui s'est exilée aux États-Unis. Aujourd'hui, il vit avec sa femme en Italie et possède une très riche bibliothèque à côté de Florence. Et Bell Green est charmé par les connaissances de Berenson, qui lui est totalement sous le charme de Bell, bien entendu. Ils vont vivre cette histoire d'amour que la femme de Berenson accepte d'ailleurs. Bell doit donc cacher non seulement maintenant ses origines, mais son histoire d'amour à Morgan, parce qu'il faut vous dire qu'il déteste Berenson. C'est souvent le cas, vous savez, entre les grands collectionneurs. La certification que fait Berenson pour les tableaux, pour les œuvres d'art, fait la pluie et le beau temps sur le marché de l'art. Et évidemment, ça suscite pas mal de jalousie. On se méfie beaucoup. À chaque fois que Berenson arrive quelque part, on a toujours peur que son sévère jugement ne dévalorise une partie des collections. En 1910, Bell Green va prétexter d'un nouveau voyage d'affaires en Europe pour aller en Italie carrément auprès de Berenson. Avec lui, elle est une autre. Elle se sent libre. Et puis là-bas, en Europe, disons-le, il n'y a pas le problème de la couleur de peau. La question des gens de couleur ne se posait pas ici, écrit encore Alexandra Lapierre. Il avait suffi qu'elle mette le pied sur cette terre pour que l'étau qui l'étreignait depuis des années se desserre d'un coup. Plus italienne que toutes les italiennes, avec sa peau sombre et sa chevelure noire, elle se fondait dans la foule et s'intégrait dans le paysage. Le sentiment d'appartenir à ces ruelles, à ces pays, ne la quittait plus. Et cependant, ce séjour italien va tourner à la catastrophe pour elle, parce que elle est enceinte maintenant et va vivre avec la peur constante d'être repérée. Elle va devoir avorter
à Londres pour ne pas prendre de risques. Toujours cette affaire, vous savez bien. Et puis, disons-le, quand elle rentre à New York, le retour à la réalité est difficile. Son amant lui manque terriblement, même s'il continue à s'écrire quotidiennement. Et du côté de JP Morgan, qui lui est très satisfait du voyage de Belle en Europe, puisqu'il a acquis comme ça toutes sortes de choses extraordinaires, notamment des gravures de Rembrandt, eh bien, la Morgan Library prend de plus en plus de temps à Belle. Elle en a fait, il faut vous dire, une des bibliothèques les plus prestigieuses du monde. Et pour l'en remercier, Morgan va augmenter son salaire. Figurez-vous qu'à cette époque, Belle Green est une des femmes les mieux payées des États-Unis. Franck Ferrand sur Radio Classique. La place qu'a acquise Belle Green dans la société new-yorkaise au début des années 1910 est une place extraordinaire. La gloire, nous raconte Alexandra Lapierre, la gloire. Elle avait beau avoir l'air de s'en moquer, elle l'adorait. Aujourd'hui, les portraitistes les plus en vogue lui demandaient de poser pour eux. Belle Green, reine de New York. JP Morgan, en 1911, est âgé de 74 ans et dans son testament qu'il fait lire à Belle, il écrit « Je lègue à Miss Belle d'Acosta Green, ma bibliothécaire très dévouée, la somme de $50 000, donc c'est quand même une très importante somme, bien que je ne puisse contrôler les actes de mes héritiers, je les prie de garder Miss Belle d'Acosta Green comme directrice de ma bibliothèque sa vie durant et de lui verser un salaire qui ne pourra jamais être inférieur à celui qu'elle recevra à l'heure de mon décès. » C'est une année extrêmement difficile pour le banquier, puisque la White Star a eu de très graves problèmes du fait évidemment du naufrage du Titanic. Morgan se trouvait en Europe et il devait faire embarquer toutes les œuvres qu'il venait d'acheter sur le Titanic. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Le départ a été repoussé d'une semaine par Belle elle-même et c'est ainsi que, tout à fait par hasard, disons-le, a été sauvé l'immense trésor. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qui est arrivé à Belle Green dans la suite de sa vie. Je vous laisse, pour le découvrir, le soin d'aller lire vous-même cet ouvrage magnifique d'Alexandra Lapierre. Sachez que le 31 mars 1913, JP Morgan a fini par mourir alors qu'il était à Rome. Et pour Belle, à ce moment-là, c'est un chapitre très nouveau, très inconnu de sa vie qui s'ouvre, bien entendu. Disons clairement que la famille Morgan appréciait assez peu le pouvoir qu'elle avait pu acquérir et l'ascendant qu'elle avait fini par prendre sur le père défunt. Belle a pris le deuil de monsieur Morgan, bien entendu. Elle a rangé, elle a lustré, elle a astiqué les ouvrages les plus extraordinaires de la bibliothèque, comme si John Pierpont Morgan devait rentrer d'Europe. Ça faisait seulement 8 ans qu'elle travaillait pour lui, et on peut se demander, et je sais que vous vous demandez, ce qu'il est advenu d'elle. Je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé jusqu'en 1948, encore une fois vous allez le découvrir, mais sachez qu'en tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle aura passé toute sa vie en quelque sorte à cacher sa propre mémoire et à entretenir, à faire briller, à développer d'une certaine manière la mémoire de l'humanité à travers cette Morgan Library, tout à fait extraordinaire et qui existe toujours bien entendu. Vous pouvez vous rendre aux États-Unis, à New York, à la Morgan Library pour y étudier ces ouvrages magnifiques qui peuplent des rayons gigantesques. Si vous y allez et si vous faites cela, eh bien, vous trouverez dans ces rayons, vous trouverez dans cette bibliothèque le résultat de toute une vie, Vous écoutez Radio Classique.